Bienvenue à Cardio-Onco 2023, je suis Joachim Alexandre, je suis cardiologue et pharmacologue au CHU de Caen et j'ai la chance d'être présent avec Teresa Lopez qui nous vient d'Espagne et qui entre autres a participé à la rédaction des recommandations ESC Cardio-Oncologie 2022 et Stéphane Edery qui est notre président de groupe de cardio-oncologie. Donc, pour commencer, on a beaucoup parlé de ces recommandations. Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi on avait besoin de ces recommandations de cardio-oncologie ? Oui, effectivement, on avait besoin de ces recommandations puisqu'on a tous débuté une activité de cardio-oncologie un peu sous la pression de nos confrères cancérologues qui étaient confrontés à des patients avec des facteurs de risque, qui recevaient des chimiothérapies potentiellement cardiotoxiques et dont les projets thérapeutiques étaient potentiellement interrompus par une toxicité cardiovasculaire. Et on avait à cette époque-là, on va dire avant 2016, avant le premier consensus d'experts, plutôt des recettes de cuisine locale, chacun faisant un tout petit peu ce qu'il pouvait pour répondre à la fois en termes d'échographie, d'imagerie. On pensait que c'était le centre de la prise en charge initialement. On ne connaissait pas bien les thérapeutiques en dehors des anthracyclines. Et puis je crois qu'on avait besoin de ces recommandations parce que le mouvement des oncologues a imposé aux cardiologues de progresser puisque le spectre et l'arsenal thérapeutique s'est élargi au-delà des anthracyclines vers les thérapies ciblées et les immunothérapies, avec leur lot de complications nouvelles et émergentes. Donc il y avait un besoin, nous, d'adaptation et on n'avait pas véritablement de recommandations. Il y avait aussi un besoin de structuration des filières et c'est un papier qui avait été publié par l'ESC en 2019 encourageant la structuration en unités et en services de cardio-oncologie et donc on avait besoin au sein de ces unités véritablement de recommandations pour prendre en charge à la fois les complications, les facteurs de risque en amont, pendant la chimiothérapie et au-delà de l'administration de la chimiothérapie. Du coup, Teresa, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se sont déroulées, comment se sont faites ces recommandations européennes ? Merci, c'est une question très importante parce que on a travaillé avec un grand groupe d'experts qui sont cardiologues, mais aussi oncologues, hématologues. The guidelines have been developed in partnership with the oncology community and the hematology community, and we have 100 reviewers for the document and 30 authors. So it took more than 2 years to have this paper, and for all the recommendation, this is very important to be aware. For the recommendation, we need to vote and we need to agree on every single word in the recommendation, the experts and also the reviewers. So it took time, and even though some of or most of the recommendations are based on level of evidence C, it tried to show what is our best knowledge on cardio-oncology at that time. Oui, on comprend très bien que c'était un très très gros travail. C'était d'abord les premières recommandations, donc il fallait partir de zéro. Et après, effectivement, il y a beaucoup de choses à examiner, beaucoup de gens à mettre d'accord, on l'a compris. Et donc c'était vraiment un très très gros travail et on vous en remercie. Stéphane, comment on fait maintenant en France pour la cardio-onco ? Où est-ce qu'on en est en France ? Est-ce qu'on est structuré ? Comment ça se déroule au quotidien ? Il y a un monde idéal où on aimerait bien voir des services et des unités de cardio-oncologie un peu dans tous les CHU ou les centres de lutte contre le cancer. C'est pas encore le cas, mais disons que la combinaison des papiers de 2019 et des recommandations va aider la communauté ou les cardiologues qui s'intéressent à cette thématique et qui est importante sous l'impulsion de nos confrères oncologues à s'organiser. Donc pour l'instant, ce que l'on a, je crois que c'est déjà pas si mal. On a des unités de cardio-oncologie dans les CHU, on a des cardiologues implantés dans les centres de lutte contre le cancer. Une fois qu'on a dit ça, il faut remonter en amont de tout ça, de l'installation de ces cardiologues, c'est la formation. Et on n'a pas de textbook en français pour l'instant. On a ces recommandations qui sont un moyen d'avancer très, très largement. Et il y a d'autres moyens de se former, à la fois le congrès, donc le congrès de cardio-onco, il y a les journées européennes où il y a des sessions de cardio-onco, le congrès d'imagerie où il y a des sessions de cardio-onco, et surtout il y a le diplôme interuniversitaire qui est piloté par 3 universités en France et qui permet de former les futurs cardio-oncologues à l'exercice de la cardio-oncologie. Donc je dirais qu'on est un peu au milieu du gué. On commence à se structurer en unité, on commence à travailler dans les centres de lutte contre le cancer. Je crois que c'est assez innovant, important. On a de quoi former les gens à partir des recommandations du travail de la Société européenne, de la Société française. Et puis on a ce diplôme interuniversitaire qui va permettre de former de plus en plus de gens qui vont être de plus en plus capables d'accueillir ce nombre important de patients à la lumière des prescriptions très larges de nos confrères oncologues. On voit très bien que le nombre d'inscrits au congrès le montre aussi, que c'est une discipline, un intérêt qui grandit vraiment. Et on voit qu'il y avait quelques années où il y avait
quelques centres. Oui, on voit exactement. que quasiment maintenant, chaque centre où il y a de la cancérologie va s'équiper de compétences cardio-oncologiques. Donc c'est Exactement. tout à fait, voilà, il y a une demande, de toute façon il y a des patients, donc on est obligé de s'en occuper. L'un des points, Teresa, très important et très intéressant dans les recommandations, c'est la stratification du risque initial de toxicité cardiovasculaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un petit peu plus, peut-être à l'occasion d'un exemple comme les anthracyclines par exemple? Yeah, this is a really important point. In fact, all the guideline structure is based on this baseline risk assessment because, as Stefan mentioned, we cannot visit all the patients in our cardio-oncology clinic. It's impossible. So we really need to make our focus on high-risk patients. So we endorse a score that is developed by the Heart Failure Association and the International Cardio-Oncology Society 2 years ago that tries to include all the different risk factors that are related with cardiovascular toxicities according to the type of drug that the patient is going to receive. For example, for anthracycline, we label with different scores previous cardiovascular diseases, cardiovascular risk factor, previous anthracycline treatment or previous radiotherapy treatment, and then we can get a score of low, medium, high, or very high risk cardiovascular toxicity. So using this score, we are able to optimize the referral for the cardio-oncology clinic, and also we are able to optimize or to personalize in some way the surveillance protocol and the preventive strategies, focusing every time on high-risk patients. Tout à fait, on voit vraiment que c'est une pierre angulaire de recommandation puisque toute la suite va Exactement. découler de cette stratification initiale en fonction du risque et en particulier on va cibler effectivement les patients à haut risque ou à très haut risque. Donc si on continue sur les anthracyclines, Stéphane, comment ça va se passer la surveillance en cours de traitement? On a fait l'évaluation initiale, maintenant le patient a débuté ses anthracyclines, comment va se dérouler le suivi? Oui, effectivement, c'est ce qu'a dit Teresa dans la prolongation de ce qu'elle vient de vous décrire. Effectivement, à partir de ce score chez ICOS, on va pouvoir identifier 3 catégories de patients, effectivement, et l'idée est véritablement d'avoir un focus sur les patients à très haut risque, ceux pour lesquels on craint le plus le développement d'une dysfonction ventriculaire gauche asymptomatique ou asymptomatique. Et donc à partir de ce score, et finalement ce score, il a le mérite d'organiser les choses, mais on le faisait un petit peu déjà, c'est-à-dire que les patients symptomatiques, les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche même minime, une élévation des biomarqueurs un petit peu en amont de l'administration ou des facteurs de risque sont des sujets à risque. Donc c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est qui doit faire la stratification? Est-ce que c'est l'oncologue ou le cardiologue? C'est peut-être un point de discussion qu'on peut avoir, mais c'est probablement l'oncologue qui doit faire cette stratification, qui doit déjà classifier son patient et l'adresser vers le cardiologue pour la surveillance en imagerie, mais pas uniquement. Et donc ce qui est intéressant dans ces recommandations, en tout cas ce qu'il y a de nouveau pour moi dans ces recommandations, c'est que cette stratification en faible risque, risque intermédiaire, ce qui est modéré et très haut risque, on a 2 messages finalement, c'est l'intensification de la surveillance chez les patients à très haut risque, basé sur l'évaluation clinique évidemment, l'échographie cardiaque régulière tous les 2 cycles et l'utilisation des biomarqueurs à la fois troponine et peptide natriurétique quasiment tous les cycles avec un niveau de recommandation de niveau 1. Donc véritablement c'est ce qui est encouragé par la Société européenne, donc la population à très haut risque, mais à l'autre extrémité du spectre, dans la population dite à faible risque, et c'est probablement tiré des études d'intervention en prévention primaire qui ont montré que chez les patients qui n'avaient pas ou peu de facteurs de risque, qui n'avaient quasiment pas d'événements, on peut entre guillemets alléger la surveillance en imagerie et ne faire qu'une échographie cardiaque, évidemment avant l'administration de la chimiothérapie, à la fin de la chimiothérapie, à distance de la chimiothérapie. Donc je pense que ces 2 messages sont extrêmement intéressants pour la communauté. Il va falloir évidemment les décliner dans le quotidien. C'est un tout petit peu différent de ce que l'on faisait. On surveillait un peu de manière hétérogène ou hétéroclite ces patients, mais il y a 2 messages forts, je pense. L'intensification dans la population à très haut risque et peut-être une surveillance un peu plus allégée, entre guillemets, qui reste une surveillance basée sur l'imagerie, mais de manière un peu plus espacée que ce qu'on le faisait précédemment. Tout à fait, et on voit bien aussi qu'on va devoir vraiment encore plus collaborer avec nos collègues oncologues, puisqu'ils vont intervenir dès le début dans la stratification du risque, parce que ce sont eux qui voient les patients, on ne les voit pas tous, mais on doit aussi collaborer avec eux plus tard, puisque, si on continue l'exemple des anthracyclines, il y a le suivi post-traitement. Le patient, il a fini sa chimiothérapie, et bien, il faut aussi qu'on continue à collaborer avec l'oncologue pour le sensibiliser au suivi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le suivi à long terme de ces patients, Teresa, s'il vous plaît? At that point, I think that it's also very, very important to engage the patient in their own cardiovascular care because we know, particularly from the Tejo cancer survivors, that the risk of severe cardiovascular problem is closely related with a poor control of standard cardiovascular risk factors. So drugs increase the vulnerability of the cardiovascular system, and sometimes the standard cardiovascular problem occur earlier in the life. So, and it's
is more complex to be aware of that or to be aware of what is the impact of an hypercholesterolemia or hypertension in young adults. But these have a big impact in cancer survivors, so we really need to focus for long-term monitoring on the perfect, let's say, control of cardiovascular risk factors. And again, just for high-risk patients, those who receive high dose of anthracycline in combination with radiotherapy, is for those we need to perform echoes or to scan coronary arteries, but this is not a big population that we need to scan routinely. We really need more to focus on a clinical evaluation and good control of cardiovascular risk factors. Oui, c'est un point très important, surtout qu'avec l'amélioration du pronostic de ces patients, ça devient d'autant plus important de contrôler et de surveiller ces facteurs de risque sur le long cours, alors qu'auparavant, peut-être que nos collègues oncologues, du fait du pronostic moins bon des patients, avaient tendance peut-être à se dire je me centre sur le cancer et puis le reste, on verra plus tard. Et on voit que le plus tard, des fois, c'est encore 5 ans après et on se rend compte que des choses ont évolué et malheureusement ont conduit vers une complication. Merci à tous les deux. Merci Teresa d'être venue d'Espagne. Merci Stéphane. Et donc on va pouvoir clôturer cette discussion. Et bien sûr, on vous encourage à venir nombreux à notre congrès cette année, mais au suivant également.